de leur invitation et de leur sollicitude. Et je vais commencer par parler un petit peu de ce pourquoi j'ai été amené à m'intéresser à Hameau. Alors si je m'y suis intéressé alors que j'ignorais complètement et absolument cet auteur, c'est sur l'invitation de Souleymane Bachir Jules Diagne. Celui-ci m'a demandé en effet d'examiner la dissertation de thèse d'Hameau afin de juger de son intérêt philosophique. Nous étions a priori d'accord sur le point qu'il convenait, pour l'essentiel, de négliger la biographie, quoique celle-ci fût assez extraordinaire, d'Hameau, et de se rapporter systématiquement à ses textes. Alors de ce destin hors du commun, je vous dirai cependant tout à l'heure quelque chose, quelques mots, mais de m'être plongé dans ce texte, je me suis par ailleurs trouvé confirmé dans quelques positions qui, me semble-t-il, ont été d'emblée partagées par Souleymane. Premier point, le fait d'être reçu le premier noir docteur en philosophie dans l'Allemagne de la Aufklärung, premier enseignant de couleur dans les universités de Halle, de Wittenberg et de Jena, d'avoir aussi produit une thèse de droit, d'avoir des connaissances médicales très, très poussées, constitue assurément une singularité remarquable et qui motive qu'on s'intéresse de fait à Hameau en tant qu'individu. Mais cet intérêt biographique, j'ai posé que méthodologiquement il devait disparaître pour l'étude de ses textes et au profit exclusif de sa pensée, éventuellement inscriptible dans l'époque et dans l'histoire des sciences et des idées. On verra que ceci est d'autant praticable que les données biographiques sont non pas vides, mais lacunaires sur les moments essentiels de son existence. On ne sait pas pourquoi ni comment le petit et futur Antoine Guillaume a été apporté en Hollande puis en Saxe, pourquoi ni comment il a été éduqué comme les enfants du duc de Brunswick, pourquoi ni comment il était amené plus tard, après sa carrière universitaire, à quitter l'Europe pour revenir au Ghana. Il va sans dire que sa pensée ne peut que prolonger l'éducation et l'instruction qu'il a reçues et qui furent celles des enfants du duc de Brunswick. En d'autres termes, Hameau est un philosophe allemand qui écrit en latin. Comme pour l'essentiel, ses contemporains du 1er XVIIIe siècle, comme ils font tout aussi bien, tout aussi également. Il n'est donc aucunement africain par sa pensée. Il témoigne simplement et plutôt du fait que la philosophie n'a pas de patrie, pas de continent électif, que c'est une institution universelle à laquelle tous les hommes ont un accès égal en droit, et comme justement Hameau en témoigne également, en fait, bien entendu, même qu'il y a une histoire de la philosophie, il y a aussi une géographie, sous laquelle les méthodes, les centres d'intérêt, les lignes de force peuvent différer. Mais peut-être pas plus en philosophie qu'en mathématiques ou en biologie. Et je pense être sur ce point en un certain accord avec Souleymane, ce qui fait que nous pensons sans doute aux mêmes conditions, un même Hameau, si je puis ainsi m'exprimer. Alors, pour ce qui concerne tout de même, et rapidement sa vie, je vais me concentrer sur une relation que je vous expose, qui est celle de la biographie Hoefer au milieu du XIXe siècle, et qui poursuit, il y a une présentation de la vie de Grégoire qui est un peu plus longue, et qui est trop longue par rapport au temps qui m'est imparti, et sur lequel je m'auto-censure comme de droit. Voici ce que dit la biographie Hoefer. Hameau, Antoine Guillaume, écrivain nègre. Comme vous savez, le terme n'est absolument pas péjoratif au XIXe siècle. Né en 1707 à la Guinée. On ignore la date de sa mort. Il fut, encore enfant, transporté à Amsterdam et présenté au duc de Brunswick-Wolfenbüttel, Antoine Ulrich. Antoine Ulrich, c'est ce qui va donner Antoine dans le premier de ses prénoms. Ce prince avait du goût pour les lettres et était lui-même auteur de quelques romans. Le duc donna le jeune nègre à son fils Auguste Guillaume. Auguste Guillaume ou Auguste Wilhelm, c'est ce qui va donner Guillaume comme son second prénom. Qu'il envoyait étudier à l'université de Halle. Là, Hameau publia en 1729, sous la présidence du recteur Ludwig, une dissertation inaugurale des jurés mororum, donc du droit des morts.
Il passa ensuite à l'université de Wittenberg, où il fit paraître, à l'occasion de son doctorat en philosophie, une dissertation inaugurale, je traduis directement, philosophique, sur l'impassibilité de l'âme. Et je laisse le reste de l'intitulé complet, mais qui concerne le fait que ce soit bien plutôt le corps qui en la matière soit passible et en conséquence susceptible de sensation. Hameau devient plus tard conseiller d'État à Berlin, mais après la mort de son protecteur, le duc de Brunswick, il quitta l'Europe. Il y a ici une cohérence douteuse dans la chronologie, parce que le second duc de Brunswick est décédé en 1731, et la période ici dont il est question est plutôt la fin des années 40 ou le début des années 50, non, plutôt la fin des années 40. Il quitta l'Europe. Quelques années après, Henri Galanda, fondateur de la Société scientifique néerlandaise, rencontra en 1753 Hameau à Aksum en Abyssinie. Alors en fait, c'est plutôt Axim au Ghana, et c'est Paulin Otonji qui précisément a redressé cette incertitude et cette confusion qui a été faite par plusieurs biographes entre Aksum et Axim. Mais c'est bien au Ghana qu'il retourne, menant une vie d'ermite et ayant la réputation d'un devin. Hameau parlait plusieurs langues, l'hébreu, le grec, le latin, le français, l'allemand et le hollandais lui étaient familiers. Il avait à cette époque environ 50 ans. Son père et sa sœur vivaient dans l'intérieur de l'Afrique à une distance de plusieurs journées de la Côte d'Or, donc on est plutôt dans la région du Ghana. Un de ses frères était esclave à Suriname. Hameau quitta plus tard Axim, et là Euffer écrit bien Axim et pas Aksum, et passa à Saint-Sébastien, fort hollandais, à Chamas. Depuis lors, on n'a plus eu de ces nouvelles. Alors, durant le XIXe siècle, donc, Hameau n'est pas tout à fait oublié, et je vous cite également, là ce sera beaucoup plus court, l'article du Grand Larousse du XIXe siècle. On voit que sa renommée va décroître, en quelque façon, à travers des lignes qui lui sont consacrées. Hameau Antoine Guillaume, érudit, né en 1703, où la date n'est pas sûre, fut amené enfant à Amsterdam et instruit par les soins du duc de Brunswick. Hameau apprit plusieurs langues, publia quelques dissertations latines et devint plus tard conseiller d'État à Berlin. Il quitta l'Europe après la mort de son protecteur. Un voyageur le rencontra en 1743, c'est plutôt 53, en Abyssinie, c'est plutôt au Ghana, vivant en ermite et ayant la réputation d'un devin, et c'est la reprise exacte de la biographie Euffer, dans cette conclusion du Grand Larousse. Au XXe siècle, un bibliothécaire de Halle durant le premier conflit mondial, Wolfram Suchier, s'intéresse à Hameau en 2 articles relativement brefs. Et après la phase de décolonisation, donc à la suite du second conflit mondial, cette phase conduit Nkrumah, le président du Ghana, à s'intéresser au cas Hameau et à diriger vers lui les travaux de William Abraham. Tandis qu'en RDA, et à partir de l'université de Halle, Bouchard Branches fait traduire dans les années 60, en anglais, en allemand, en français, la thèse d'Hameau, et publie un Anton Hameau, der Schwarze Philosoph, in Halle, donc à Leipzig. Donc Hameau, le philosophe noir, à Halle. Toute cette attention se porte essentiellement vers la personne d'Hameau, dans la mesure où elle semble anticiper ce que porteront les mouvements de libération du tiers-monde. Quelques articles plus récents, il y en a un qui est sorti en 2002 rue Descartes notamment, reconnaissent qu'Hameau aura été surtout l'objet d'attention intéressée à la signification de sa vie plutôt qu'au contenu de sa pensée. Ou bien cette pensée, mais seulement dans la mesure où elle laisserait transparaître une véritable africanité. On trouve ce caractère, par exemple, dans les travaux de traduction et d'interprétation de Simon Mouniol qui sont sortis en 2010 chez l'Harmattan. Alors, j'en viens maintenant aux considérations qui portent sur sa pensée. Je vais me concentrer sur le De humane mentis apatheia, de l'impassibilité de l'âme humaine ou de l'esprit humain, qui est sa thèse de 1734, dont le titre complet dira fort bien l'attention. C'est une thèse classique scolaire dans son format et sa méthode d'exposition, par laquelle une alternative est construite. Si c'est plutôt l'âme qui est le sujet ou le suppôt des sensations, ou bien si c'est le corps. Et de laquelle une position s'ensuit, qui va donc attribuer au corps organique et vivant, je cite un mot, la responsabilité de ces opérations de sentir. Et en gros,
la thèse étant divisée en 2 chapitres. Le chapitre 1 porte sur l'impassibilité de l'âme, la pathéia, tandis que le 2 se concentre davantage sur les opérations du corps propre. 2 traits m'ont frappé dans ce travail d'Amo. D'une part, l'originalité certaine de sa position sur la question du sujet des sensations. D'autre part, la manière qu'il a de s'appuyer sur des auteurs qui sont des références philosophiques, mais aussi des références médicales, et avec lesquels il ne partage pas nécessairement un intérêt positif. Ainsi se réfère-t-il plusieurs fois à Descartes, chez qui l'on sait bien par ailleurs que c'est l'âme qui sent et non pas le corps. Et il ne se réfère pas seulement pour s'y opposer, ce qu'il fait certes dans l'examen final de l'état de la controverse, du status controversié qui ouvre le chapitre 2, mais au premier chapitre, il s'autorise de Descartes pour affirmer un lien et un commerce très étroit entre l'âme et le corps, ce qui évidemment pourrait être confirmé par exemple par le début de la correspondance de Descartes avec Élisabeth de Bohême. Alors donc, je vais reprendre brièvement ces 2 points, le point de l'originalité et la technique de citation d'Amo, pour essayer de voir ce qu'il a précisément à nous apporter. Commençons donc avec son originalité. Presque tous les philosophes, de Platon à Descartes, mais aussi à Leibniz et à Wolff, ont soutenu que c'est l'âme qui sent et non pas le corps. Pour la raison essentielle que sentir ne saurait consister en une simple réception en soi d'une image corporelle, car dans le cas où on supposerait un tel transfert, il resterait encore à considérer cette image, à la voir s'il s'agit d'une image visuelle, bref et proprement à la sentir. Pour concevoir la chose autrement, Amo commence par effectuer une partition radicale entre l'activité et la passivité. L'âme, puisqu'elle est fondamentalement un esprit, c'est-à-dire un entendement et une volonté pure, et ça c'est la tradition leibnizio-wolffienne qui ici parle, ne saurait être conçue qu'active, de sorte que toute sa substance paraît se résoudre en activité. Et l'âme sera donc force et seulement activité, tandis que d'autre part, la sensation, sensatio, sensio, sensus, dans le latin d'Amo, est fondamentalement quelque chose de passif, donc qui ne saurait convenir qu'avec le corps. Il en ressort évidemment que l'âme peut agir sur le corps, mais non pas pâtir de lui. Même les passions de l'âme résulteront d'une activité représentative de cette âme et ne sauraient correspondre, comme c'est le cas par exemple chez Descartes, à une action du corps dans la direction de l'âme. Au fond, cela correspond au fait de ranger le sentir parmi les opérations vitales, dont le corps est en conséquence à la fois le théâtre et le sujet, alors que l'âme se trouve confinée dans l'élément de la pensée et de la cognition. C'est ainsi donner congé à l'animisme d'Aristote et de sa psyché équivoque, mais aussi bien de Georg Stahl et de son âme polytechnique. C'est se ranger en effet provisoirement aux côtés de Descartes lorsque celui-ci opère la stricte distinction entre le principe de pensée qu'est l'âme et quelques principes de vie, comme le sang, qui ne saura appartenir qu'au corps propre. Toute la fin de la thèse d'Amo insiste sur la convergence, voire la confusion qu'il faut concevoir entre vivre et sentir, de sorte que la sensation soit dissociée de la représentation, laquelle relève de l'âme, en tant qu'elle forme des idées, dont les phénomènes corporels seront par ailleurs, le cas échéant, les objets. Mais le sentir corporel enveloppe de nouvelles attributions et performances pour le corps vivant, qui se trouve en lui-même et par lui-même informé du monde extérieur, ou bien éventuellement intérieur. Ce n'est pas du tout un hasard alors si Amo s'appuie sur des autorités médicales plutôt que philosophiques, à commencer par celle de son directeur de thèse, Martin Löscher. Et si dans ce cadre, il s'oppose à un Koschwitz, qui n'est autre que l'un des principaux disciples de Stahl, tandis qu'il sollicite l'appui de Daniel Sennert, médecin du 1er XVIIe siècle, dans la mesure où ce dernier insiste sur les phénomènes de coopération et de fusion entre âme et corps, ce qui convient avec la tentative de, et la tendance à, doter le corps propre de nouvelles puissances qui lui soient homogènes et particulières. Amo fera quant à lui de même avec Descartes, comme on sait déjà. De ce fait, c'est clair aussi bien les manières de s'autoriser, de citer, qu'Amo pratique avec abondance, et non pas, me semble-t-il, seulement pour des raisons scolaires et de forme propre de la thèse.
Je remarquerai tout d'abord que les autorités les plus proches d'Amo ne font jamais l'objet d'une citation. Ni Christian Wolff, ni davantage les médecins comme Friedrich Hoffmann, dont certainement Amo de se sentir comme le plus approchant et le plus affine, ne sont jamais nommés. En revanche, Aristote, Descartes, Jean Leclerc, Senner, Christian Sturm, lesquels soutiennent tous que c'est l'âme qui sent dans les processus esthétiques, sont présents et parfois à de multiples reprises. Mais ces autorités sont systématiquement pliées, et c'est ça, c'est l'intérêt de sa technique de citation, aux intérêts actuels du texte. Et on peut en cela faire l'hypothèse qu'Amo recherche de plier les pensées qu'il sollicite vers un but qu'il ne nommera point explicitement, mais qui donne sens à toutes ses démarches, à savoir l'affirmation d'un véritable pouvoir actif et régulateur qu'il faut tout de même octroyer au corps, sans le dire, car la partition nette et stricte entre le corps et l'âme en souffrirait, mais en le supposant incessamment, afin que la vitalité désormais purement homogène au corps puisse être pensée. D'où l'apparition terminale du motif de la circulation, qui s'applique évidemment au sang, mais également au suc nerveux, véhicule d'esprits animaux qui ne détermine pas seulement le mouvement volontaire, comme chez Descartes, mais qui assure aussi bien le transport de l'information sensorielle. Les processus corporels de régulation circulatoire permettent de se représenter un corps propre, susceptible d'assurer par soi un certain traitement des stimuli sensoriels et d'incarner en lui quelque chose comme une fonction sujet, comme une position subjective. Dans ce sens, Amo semble s'éloigner en effet quelque peu des positions encore mécanistes d'Hoffmann et doter le corps vivant d'une puissance irréductible à tout mécanisme, la sensibilité. Il prépare ainsi l'avènement de la sensibilité organique, telle qu'elle commencera de se développer explicitement avec Bordeu un petit peu plus tard et ses recherches sur la position des glandes. Bordeu n'a pas de génie pour les titres sexy, en lesquels chaque organe se trouve doté d'une sensibilité particulière, au travers de laquelle il est informé par exemple de l'état du bol alimentaire pour ce qui concerne la sensibilité gastrique. C'est ainsi l'émergence du vitalisme qui s'accomplit chez Bordeu et que la solitaire thèse d'Amo aura préparé en bénéficiant d'un environnement théorique autant versé dans les questions médicales que philosophiques. Concluons qu'Amo participe de l'histoire médicale de la sensibilité et que ce n'est pas ici le moindre intérêt de sa thèse. C'est pourquoi je remercie Bachir de m'avoir en quelque façon introduit en Amo. Merci.